Bienvenue à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, on est sur les toits du bâtiment du 101 rue de l'Université, où il y a notamment des salles, mais aussi les restaurants des députés, des agents. Et on a ici une vue absolument magnifique de tout Paris, notamment de notre circonscription que vous voyez tout au nord là, avec les bâtiments les plus hauts là qu'on voit en face. C'est ceux de la rue de Crimée, de l'avenue Flandre. Vous avez le Sacré-Cœur, vous avez quoi d'autre? Vous avez plus loin là-bas la Défense. Donc voilà, une superbe vue derrière la tour Montparnasse, bien entendu. Et de l'autre côté là, on voit juste le bout, c'est la tour Eiffel. Voilà, on s'est dit que c'était un bel endroit pour faire cette vidéo en mode député. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui s'est passé la semaine dernière parce qu'il s'en est passé des choses. Dans notre circonscription, il y a eu un rassemblement contre la fermeture de la Poste, rue de Crimée. Et il y avait, malgré le jour, un 27 juillet en plein été, c'est aussi pour ça que je pense que la Poste a choisi ce moment-là pour fermer, il y avait quand même un rassemblement d'habitants, de syndicalistes, de militants qui venaient protester contre cette fermeture de la Poste. Nous avions vu quelques jours auparavant la direction de la Poste Paris-Nord avec le collectif de soutien contre la fermeture de cette poste. Nous avions vu donc la direction à qui nous avions apporté les pétitions, plusieurs milliers de signatures des habitants et de commerçants et de militants soutenus par des associations. Et donc malgré cela, la direction de la Poste a choisi de fermer ce bureau qui est en plein dans un quartier populaire, qui est très desservi, et cette fermeture va entraîner un certain nombre de problèmes, à la fois pour les habitants parce qu'ils n'auront plus ce bureau de poste de proximité, et aussi pour les agents qui vont devoir assurer un service dans les postes avoisinantes qui ne sont pas si près que ça en fait, avec plus de gens. Donc la mobilisation va continuer parce que c'est un service public, il faut que la Poste assure son devoir de service public parce que c'est un service de proximité et parce que nous défendons le développement des services publics de la Poste, et nous sommes contre les politiques de mise en concurrence, de libéralisation du service postal qui ont été décidées depuis les années 90 au niveau européen et qui depuis 20 ans maintenant font que ce soit dans les villes comme Paris, dans notre circonscription par exemple, il y avait déjà la Poste Tristan Tzara qui a été fermée alors que la Poste avait un contrat avec la ville puisque c'est un quartier prioritaire. Et ils ont quand même fermé. C'était aussi dans le 20e, enfin dans tout Paris, il y a de plus en plus de bureaux de poste qui ferment. Ce qui est un véritable scandale parce qu'en fait la Poste n'a que pour argument le fait que le courrier, il y a moins de courrier, en même temps il y a plus de colis, et puis surtout nous pensons qu'il faut que chaque citoyen et citoyenne ait à proximité de son domicile une poste parce que c'est un service public. Donc la mobilisation continue pour faire en sorte que cette poste réouvre, et nous restons mobilisés, les citoyens restent mobilisés, et puis les prochains rendez-vous nous sont donnés à la rentrée pour expliquer pourquoi est-ce que cette fermeture est problématique et faire en sorte que cette poste réouvre. Alors, ce qui s'est passé aussi sur notre circonscription, en tout cas en tant que députée, j'ai eu l'occasion de rencontrer les maires du 18e et du 19e arrondissement, Monsieur Dagneau et Monsieur Lejoindre. Et c'était l'occasion en fait de se rencontrer officiellement et puis de parler ensemble des sujets pour lesquels nous allons travailler. Donc notamment la question des services publics que nous on a mis en avant, la question des migrants, et j'y reviendrai puisque c'est une problématique qui touche nos deux arrondissements. Et puis des questions sur l'usage notamment dans le 18e, de l'espace public, et faire en sorte que nos arrondissements, nos quartiers qui sont des quartiers populaires où il y a une véritable mixité sociale, continuent à le rester. Et puis la question de l'éducation aussi, il va falloir être attentif à la rentrée parce que avec les annonces du gouvernement d'économie budgétaire et en même temps les promesses de faire en sorte par exemple
qu'en maternelle et en petite section, il y ait 2 instituteurs par classe. Les syndicats d'enseignants, les habitants, les parents sont alertés parce qu'on sait bien que là où on met plus de profs dans certaines classes, il va y en avoir moins ailleurs puisqu'il n'y a pas de politique de recrutement et que surtout il y a cette exigence de faire des économies. Et on sait que les économies pour ces gouvernements, ça veut dire surtout pas de renouvellement des départs à la retraite et puis pas d'embauche de fonctionnaires qui sont pourtant essentiels, notamment dans le service public de l'éducation. Donc voilà, nous avons eu des échanges cordiaux avec les 2 maires et c'était assez intéressant et nous allons continuer à travailler ensemble pour pouvoir se coordonner, que moi je puisse faire le relais des problématiques au niveau national qui touchent notre arrondissement, notre circonscription, mais qui touchent en fait au niveau national beaucoup d'autres quartiers et voilà, et aussi être présente lors des initiatives qui se passent localement puisque c'est aussi le rôle d'un ou d'une députée. Alors à l'Assemblée, ce qui s'est passé, vous avez peut-être eu l'occasion de suivre les débats parlementaires sur la chaîne LCP, c'est que nous avons voté les lois sur la confiance dans la vie politique, puisque l'énoncé de ces 2 lois, la loi ordinaire et la loi organique, ont été changés par la majorité. Ça a été l'occasion pour le groupe de la France Insoumise de défendre des amendements dont nous continuons à penser qu'ils faisaient intégralement partie de ces projets de loi qui avaient pour but et qui ont été présentés en fait par le président de la République et le gouvernement comme devant restaurer la confiance, la transparence dans les institutions. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que à chaque fois que des propositions ont été faites, que ce soit par le Sénat, puisque les 2 projets de loi ont été d'abord présentés au Sénat, qui a beaucoup enrichi le texte, qui nous semblait aller dans le bon sens. Nous avons proposé des arguments qui allaient encore plus loin, parce que notamment nous pensons que le problème de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions vient en bonne partie du rôle que joue aujourd'hui le pouvoir financier d'influence sur le pouvoir politique et qu'il faut aussi bien encadrer et faire en sorte que le personnel politique gère correctement et ne soit pas impliqué dans des affaires comme on a entendu parler d'abus et de conflits d'intérêts, mais il faut aussi s'attaquer aux personnes qui essaient de corrompre les politiques. Et donc, nous avons proposé un certain nombre d'amendements allant dans ce sens-là, d'une part. Et puis, un autre versant qui nous semble essentiel en matière de confiance, c'est de donner plus de pouvoir au peuple, aux citoyens, de donner les moyens, par exemple, de révoquer les élus en cours de mandat, de donner les pouvoirs d'avoir un véritable processus participatif avec des référendums d'initiative populaire qui aillent plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et donc, nous avions tous ces amendements qui nous semblaient importants. Et qui ont été systématiquement rejetés par la majorité En Marche, y compris sur des choses où beaucoup de députés nous disaient qu'ils étaient d'accord, mais il semble qu'il y ait eu un certain nombre de mots d'ordre de la part du gouvernement ou des dirigeants de la majorité pour faire en sorte qu'aucun ou aucune députée d'En Marche ne puisse voter avec des députés, que ce soit de la France Insoumise, mais aussi des autres groupes comme les Républicains constructifs, le MoDem. Et on s'est retrouvé dans une situation, par exemple, où sur la question du verrou de Bercy, nous en parlions la dernière fois, où il y a eu une forme d'unité. On a convergé avec le groupe des communistes, des républicains constructifs, pour essayer de faire sauter ce verrou, mais ça a été à chaque fois retoqué. Donc ça a été une bataille importante parce que pour nous, la question de la démocratie, de la participation populaire est essentielle dans notre vision de la politique. Et je pense qu'on a démontré avec d'autres, avec les députés communistes et d'autres, à quel point en fait le gouvernement ne voulait faire de cette loi qu'un objet en fait de communication pour pouvoir dire qu'ils ont fait quelque chose, mais en fait a extrêmement restreint en fait le périmètre d'application et en ciblant uniquement les parlementaires. Bien sûr qu'il y a des choses à changer, à encadrer, à rendre plus transparentes. D'ailleurs, nous avons voté un certain nombre d'amendements qui allaient dans ce sens-là, mais le problème de la confiance dans la vie politique, dans la vie publique, va au-delà de la question des parlementaires. C'est la question du gouvernement, c'est la question des conflits d'intérêts. En pleine discussion
discussion de cette loi, on a appris, grâce au journal L'Humanité, les opérations faites par la ministre du Travail qui a bénéficié voilà, à travers la vente de ses stock options au moment ou juste après avoir négocié entre guillemets les licenciements de 900 salariés de Danone, voilà, d'une plus-value sur la vente de ces stock options. Ce sont des opérations, on va dire légales, mais qui montrent quand même qu'il y a parfois dans ce type d'opération un décalage entre le discours du gouvernement et puis les actes. Donc voilà, il nous semblait que, et ça c'est un cas parmi d'autres, et malheureusement, voilà, la majorité a choisi de s'opposer systématiquement à toutes ces avancées qui nous semblaient essentielles. Ce n'est que partie remise. Je pense que nous aurons l'occasion de reposer ce débat-là, que la majorité ou le gouvernement le veuille ou pas. Nous restons déterminés à faire en sorte que les citoyens et les citoyennes aient confiance, parce qu'ils ont le pouvoir aussi de dire ce qu'ils pensent et y compris d'intervenir dans les processus d'élaboration de la loi, de contrôle et d'encadrement des parlementaires. C'est notamment l'idée d'une 6e République, d'une constituante que nous allons continuer à porter. Alors, à l'occasion de ces débats sur la loi de confiance, comme je vous le disais, nous avions proposé un certain nombre d'amendements qui, il nous semble, allaient plus loin et renforçaient les dispositifs en place. Vous avez peut-être entendu parler via un certain nombre de médias d'un des amendements que le groupe de la France Insoumise avait porté, qui portait sur les anciens présidents et le statut et les indemnités des anciens présidents de la République. Alors cet amendement, nous n'avons pas pu le présenter en séance publique, puisque le soir où nous devions le faire, il y a eu encore un énième dysfonctionnement dans l'organisation des débats de l'Assemblée qui ont donc conduit à ce que nous quittions la séance. Et d'ailleurs, après que nous soyons partis, malgré ce que disait la majorité, ils n'ont pas réussi à terminer les débats, et donc il a fallu reporter le débat au lendemain. Donc ça fait partie à nouveau, on va dire, des problèmes qu'on connaît depuis le début de cette session extraordinaire, où on travaille dans des conditions extrêmement problématiques, sans avoir les textes en avance, et où le gouvernement et la majorité confondent souvent vitesse et précipitation, et voilà, où on fait un travail, et ça c'est beaucoup de députés d'autres groupes le disent et le répètent, c'est extrêmement préjudiciable à la tenue de débats vraiment constructifs. Donc dans tous les cas, je voulais vous présenter en fait l'explication de cet amendement qui a beaucoup fait parler, et vous expliquer un peu pourquoi est-ce que nous l'avions présenté. Alors je vais vous raconter 3 petites histoires. Tout d'abord celle de Jacques. Jacques a été président d'une république qu'on pourrait considérer comme un peu immature. Depuis la fin de ses mandats, parce qu'évidemment il en a fait plusieurs, il perçoit mensuellement plus de 6 000 € et dépense près de 500 000 € pour assurer la protection de son château de Bitty en Corrèze. Il est aussi entouré de collaborateurs et collaboratrices qui lui coûtent 900 000 € par an. Quel train de vie, me direz-vous? Qu'importe, ce sont les Français et les Françaises qui règlent la note annuelle avoisinant les 2,5 millions d'euros. Je peux aussi vous raconter l'histoire de Nicolas. Il aurait bien voulu faire plusieurs mandats, mais le peuple en a décidé autrement. Depuis sa retraite forcée, il perçoit aussi mensuellement 6 000 €. Il habite dans un logement de 320 mètres carrés en plein cœur de Paris, dont le loyer mensuel est approximativement de 16 000 €. Les collaborateurs et collaboratrices mis à sa disposition, fonctionnaires et contractuels compris, coûtent 1,2 million d'euros. Sa protection ainsi que la sécurité assurée de l'hôtel particulier de son épouse reviennent à 1,8 million d'euros. Et puis il y a Valérie, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il perçoit aussi la gratification mensuelle de 6 000 € qu'il cumule avec une gratification de 12 000 € net mensuels du Conseil constitutionnel dont il est membre de droit. Pour sa sécurité et la protection de son château à Auton, la note est très salée, 2,5 millions d'euros annuels. Il dispose évidemment de splendides locaux boulevard Saint-Germain à Paris et emploie du personnel pour plus d'1 million d'euros. Au total, ce sont 10 millions d'euros annuels qui sont dépensés par l'État français pour permettre à 3 personnes d'assurer un train de vie digne de l'Ancien Régime. Nous ne pouvons pas proposer d'abroger ces avantages en nature qui relèvent du domaine réglementaire. Mais nous pouvons proposer de supprimer des avantages financiers qui, eux, relèvent de notre champ de compétences, en l'occurrence la dotation annuelle attribuée aux anciens présidents de la République, ainsi que la pension versée à la veuve. Parce que, bien sûr, la veuve, le texte n'ayant apparemment pas prévu que des femmes puissent être présidentes de la République ou que des
ou que des présidents puissent être mariés à des hommes. Bref. En réalité, l'objet de cet amendement visait à mettre en lumière justement le traitement différencié. Nous ne remettons pas en cause la nécessité et le droit à avoir une retraite, mais vous comprendrez que les niveaux de ces retraites et surtout des avantages en nature est un peu à notre goût disproportionné, surtout à une période où il est beaucoup question d'économie à faire et que les Français doivent faire d'après le gouvernement. Et puis surtout, quand on va aborder des débats sur les questions des retraites, je vous rappelle que la moyenne de la retraite des salariés en France est de à peine 1 300 € brut, donc à peine le SMIC en net. Et donc voilà, ces écarts de traitement nous semblaient problématiques et nous voulions le mettre en lumière à travers cet amendement qui, n'étant pas passé en commission des lois, risquait de ne pas passer non plus à l'Assemblée, mais c'était l'occasion, avec beaucoup d'autres propositions que nous avons faites dans ce sens, de mettre en lumière la manière différenciée dont on traitait, que ce soit d'un côté les parlementaires et puis de l'autre le gouvernement, l'exécutif et les anciens présidents. Donc voilà pour la petite note sur ce que vous avez raté à l'Assemblée cette semaine. Alors cette semaine, nous sommes encore en séance à l'Assemblée nationale et nous restons mobilisés sur le terrain dans notre circonscription où il y a plusieurs mobilisations en cours. D'abord celle de soutien aux migrants et aux migrantes qui sont à nouveau en campement au niveau de la porte de la Chapelle et dans les environs. Et voilà, dans des conditions malheureusement que l'on sait sont en dessous des règles de base de respect des droits humains en termes sanitaires, en termes de soutien, et qui ne réussissent à survivre, parce qu'on en est à ce point-là, que grâce à l'aide notamment des associations d'habitants et des associations de droits humains qui se mobilisent. Donc nous continuons en fait à être en contact avec les associations et les migrants et les migrantes, parce qu'il nous semble que le gouvernement, l'État a une responsabilité sur l'accueil digne des migrants. Et plus largement, vous avez peut-être entendu parler du harcèlement que subit un militant comme un citoyen d'ailleurs comme Cédric Héroux dans le sud, où il a été arrêté récemment simplement parce qu'il accompagnait des migrants pour qu'ils puissent faire leur démarche. On a une situation extrêmement grave aujourd'hui dans la vallée de la Roya, que dénonce notamment le défenseur des droits, Amnesty International et plusieurs associations. Et donc c'est un sujet qui touche particulièrement notre circonscription, mais qui, comme beaucoup des sujets, au niveau national, doit être traité donc avec humanité, respect des droits humains. Et nous avons des propositions pour un véritable accueil des migrants que nous poserons dans le débat qui va s'ouvrir en septembre au niveau du Parlement. Une autre question pour laquelle nous avons été alertés, ce que nous suivions déjà pendant la campagne, c'est la question du logement. Il n'y a pas de ministère du logement dans ce gouvernement, mais il y a toujours et de plus en plus des problèmes pour les citoyens et les citoyennes à ce niveau-là. Dans notre circonscription, par exemple, plusieurs personnes sont aujourd'hui menacées d'expulsion en plein été, sans solution qui leur soit proposée de relogement. Et en plus, ce sont des personnes qui sont logées dans des logements sociaux, mais des logements sociaux qui ne correspondent pas à leur niveau de revenu. Donc voilà, c'est un peu contradictoire que des personnes précaires, à bas revenus, soient dans des logements sociaux intermédiaires et qui sont obligées aujourd'hui de prendre par exemple des crédits pour pouvoir payer leurs logements sociaux. Les OPHLM et les responsables du logement pourraient requalifier ces logements et ça ce serait la mesure, on va dire, juste pour permettre que ces personnes, ces familles, ces personnes isolées ne se retrouvent pas à la rue en plein été sans solution. Donc nous allons aussi suivre ces dossiers-là et apporter notre soutien donc, à ces habitants et ces habitants de notre circonscription, notamment dans le quartier de la rue de l'Archipel Macorlan, où ces situations nous avaient déjà été rapportées pendant la campagne. Et donc nous apportons tout notre soutien et nous relayerons bien sûr la mobilisation des collectifs d'habitants auprès de toutes les institutions pour que la question du logement, qui est une question cruciale, soit réglée, parce qu'on a les moyens aujourd'hui, en tout cas nous avons des propositions pour régler cette question et faire en sorte que tout le monde ait
aient accès à un logement digne et puissent vivre correctement, parce qu'un logement, c'est souvent la pierre angulaire ensuite d'une vie sociale et générale digne et acceptable. Voilà donc pour la revue des différents dossiers sur lesquels nous avons travaillé. Quand je dis nous, je dis moi bien sûr en tant que députée, mais aussi toute l'équipe qui travaille avec moi. Je vous présenterai tout ce petit monde-là à la rentrée, parce que tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Un certain nombre ont pris des vacances bien méritées, d'autres vont le faire à partir de la semaine prochaine, à la fin de la session parlementaire, qui devrait avoir lieu le 9 ou le 10. Puisque nous avons encore une séance mercredi prochain. Et donc voilà, nous aurons l'occasion à la rentrée de nous retrouver pour cette revue régulière, normalement en circonscription, et puis peut-être même à notre local de circonscription si on a réussi à en trouver un. Et donc je vous dis au revoir, je dis à celles et ceux qui peuvent prendre des vacances, bonnes vacances, parce que c'est un droit, je vous le rappelle, et c'est nécessaire aujourd'hui. Nous sommes pour la réduction du temps de travail, pour ne pas passer sa vie à la gagner, et pour pouvoir passer du temps avec ses proches ou avec soi-même pour se reposer. C'est vraiment quelque chose qui nous semble important, c'est un enjeu aussi politique. On en reparlera certainement quand on discutera de ces sujets sur le travail et sur les temps de vie. Et voilà, donc la session extraordinaire va bientôt se terminer. Nous, on continue à travailler encore jusqu'à la semaine prochaine. Et puis, on continue aussi à suivre les dossiers, que ce soit donc moi pour la circonscription ou l'ensemble des députés de la France Insoumise. On garde un œil ouvert, un œil d'alerte s'il y a quoi que ce soit qui se passe. Et puis, on vous donne rendez-vous à la fin de l'été, du 24 au 27 août, aux amphis d'été de la France Insoumise qui auront lieu à Marseille, et où nous aurons l'occasion de faire le point sur tout ce qui s'est passé pendant cette session extraordinaire, et puis surtout tout ce qui va se passer à partir de la rentrée, parce qu'il y a des mobilisations qui sont prévues. D'ores et déjà, le 12 septembre, il y a un appel de l'ensemble des organisations syndicales à se mobiliser contre les ordonnances sur la loi travail. La France Insoumise, quant à elle, participera à cette mobilisation et appelle d'ores et déjà aussi à une nouvelle date, le 23 septembre, parce que la bataille n'est pas terminée. Nous aurons à nouveau à la rentrée au Parlement l'examen de la loi, cette fois de ratification, avec notamment les fameuses ordonnances que le gouvernement aura dévoilées et qui permettra de mobiliser largement les salariés, mais aussi les citoyens et les citoyennes sur ce véritable coup d'État social. Donc on vous donne rendez-vous fin août à Marseille, et puis dans la rue partout en France à partir de septembre à la rentrée.